Eh bien, bonsoir tout le monde et merci d'être présent ici. Alors, je suis Stéphane, secrétaire de l'association Ethereum France. Et aujourd'hui, nous co-organisons avec la communauté DeFi France, dont je fais également partie, un meet-up sur la finance décentralisée avec Daniel et Romain, alias Fig, que vous allez entendre juste après. Alors, un petit mot d'abord sur l'association Ethereum France, pour ceux en ligne qui n'ont pas eu la super présentation de Diziac et à l'instant. Donc, Ethereum France est une association loi 1901, à but non lucratif, qui a été créée en 2015. Sa mission est de populariser la blockchain Ethereum dans toute la francophonie. Et l'association fédère un écosystème dynamique en organisant des événements, meet-up comme aujourd'hui, et surtout ETHCC, créant du contenu sur le blog, que Diziac a montré tout à l'heure, et favorisant des échanges afin que chacun puisse s'approprier cette technologie. Nos valeurs, c'est partage de connaissances, ouverture d'esprit, désintéressement financier, indépendance et coopération. Et vous pouvez nous retrouver à la fois sur Twitter avec différents hashtags, Meetup pour tout ce qui est organisation de Meetup, le Discord, très important, et la chaîne YouTube sur laquelle vous allez retrouver par exemple la vidéo de captation de l'événement d'aujourd'hui et tous ceux du passé. Alors, le prochain événement, on peut en parler tout de suite. Il y aura lieu sur Discord avec les explorateurs. Et ce sera pour découvrir, approfondir un petit peu ce qui s'est passé lors de la mise à jour Pectra. Donc, je vous invite à rejoindre le Discord de l'association. Et pour ça, rien de plus simple. Il suffit d'aller sur la page de l'association, qui vous permet également de rejoindre l'association. Une simple adhésion à 10 €, hein, c'est le but est de faire vivre l'association, et le QR code permet d'aller sur cette page, et sur la page vous avez le lien vers Twitter, Discord et ainsi de suite. Alors, l'association est aussi extrêmement connue pour être l'organisatrice de ETHCC, Ethereum Community Conference, qui cette année aura lieu à Cannes, donc du 30 juin au 3 juillet. Et si vous n'avez pas encore pris vos billets, il n'y a pas de souci. Le Palais des Festivals nous permet d'accueillir beaucoup plus de personnes que les années précédentes, par exemple, comme il y a 2 ans, ou sur Paris, où c'était un peu plus limité. Et surtout, pour ceux qui ne pourront pas être présents pendant les 4 jours de la conférence, sachez que les tickets single day vont être disponibles à partir de la semaine prochaine. Donc vous pourrez acheter juste pour une journée ou pour quelques-uns des 4 jours de la conférence un ticket pour ETHCC. C'est important pour vous, si vous voulez venir à ETHCC, de vous organiser bien en avance parce que bon, c'est Cannes, c'est début juillet. Donc en particulier au niveau des logements, je vous conseille d'essayer le plus tôt possible d'organiser votre voyage. En plus, la quantité de billets vendus nous permet aussi d'organiser un peu plus de dimensionnement de la conférence, voir si jamais on est bien dimensionné, ou au contraire s'il faut diminuer un petit peu les dimensions prévues. Donc merci à vous de nous donner cet indicateur, et j'ai plus qu'à laisser la parole au premier intervenant, Daniel. Déjà, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Je vais vous parler de quelque chose dont on parle assez rarement dans le monde de l'éducation, et encore plus dans l'éducation qui est en rapport au Web3, c'est ce qu'on appelle les certifications. Alors pourquoi on en parle assez rarement? Parce qu'il y a 2-3 ans, il n'existait pas de certification reconnue par l'État sur ces technologies-là, que ce soit dans le développement, que ce soit dans la mise en place de protocoles de DeFi, que ce soit aussi dans l'accompagnement des entreprises pour la transition sur des solutions Web3, que ce soit sur Ethereum ou sur d'autres. Ces choses-là n'étaient pas considérées comme des compétences reconnues par l'État. Et ça posait pas mal de problèmes pour les organismes de formation, comme Alira et bien d'autres, pour pouvoir faire reconnaître ces formations-là à des financements extérieurs. Et j'en ai parlé à Diziac il n'y a pas très longtemps, parce qu'on a, un peu comme Bitcoin et Ethereum, on percé des blindages des paradigmes. On a percé un blindage il n'y a pas très longtemps, il y a environ, pas encore une année, mais on commence à s'approcher pour l'anniversaire, qui est dans la mise en place en fait, d'une certification de finance centralisée reconnue par l'État. Alors qu'est-ce que ça veut dire, une certification reconnue par l'État? Parce que généralement on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. Ce n'est pas un diplôme d'université, c'est une certification qui est portée par le ministère du Travail. Cela veut dire en fait que le ministère du Travail a acté il y a quelques mois que la finance centralisée était une compétence professionnelle.
Et ce n'était pas le cas avant. Et il y a beaucoup de pays actuellement en Europe qui n'admettent pas ceci comme étant une compétence professionnelle. Alors il faut un barda de conformité, vous imaginez bien, il faut de nombreux témoignages de CGP, des gens dont le métier c'est de l'argent, de dire bah oui, j'utilise ça de temps en temps, il y a des clients qui me réclament ça et j'ai besoin de connaître ces protocoles-là. Des personnes qui disent bah voilà, de temps en temps, un développeur veut mettre en place un protocole de DeFi, bah, il faut quelqu'un qui puisse l'accompagner dans la définition de ce protocole-là. Donc pour nous, c'est une grosse victoire. Alors j'aurais pu mettre les slides un peu différemment en disant que c'est la première certification. J'aurais pu dire à un moment donné que c'est la seule, mais on a été très heureux d'apprendre que le DVHE, donc le Da Vinci High Education, qui est un organisme de formation, une école extrêmement sérieuse aussi, a réussi à avoir sa certification il y a quelques semaines. Donc on est vraiment très content puisque aujourd'hui, 2 écoles, 2 OF enseignent la DeFi de manière un peu propre. Alors, c'est pas évident d'aborder la question d'une certification, donc je vais vous expliquer un tout petit peu comment ça se déroule chez Alira, et vous allez avoir une primeur sur des slides que les apprenants n'ont pas encore, puisque ce sont des slides que je vais présenter entre autres lundi, mardi prochain, puisqu'ils ne savent pas encore à quelle sauce ils vont être cuisinés. Et en l'occurrence, je vais vous donner quelques petits indices pour que vous voyez un peu comment ça se structure. Ça se structure de manière assez similaire chez Alira. J'ai profondément horreur des soutenances PowerPoint. On a beaucoup tendance à mettre concrètement les mains dans le cambouis quand il s'agit de Web3. Et c'est pas très compliqué. On leur demande de créer un protocole DeFi. Alors on met des précautions oratoires, rassurez-vous. On ne leur demande pas de réinventer quelque chose de complètement nouveau. Ils peuvent s'inspirer des protocoles DeFi déjà existants. Mais ils vont collaborer avec quelqu'un qui est sur les formations de développement Web3, sur les technologies Ethereum pour cette formation-là en tout cas, qui d'ailleurs a sa propre certification aussi. Donc ils vont créer un mini AV, un mini Uniswap, un mini de ce que vous voulez, avec toutes les contraintes qu'on a avec le peu de temps qu'ils ont bien entendu, et la faire évaluer par des jurys professionnels et des jurys qui sont dans le milieu, dont nous avons plusieurs membres d'Ethereum France qui participent à ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une certification reconnue par l'État? C'est une certification dans laquelle les compétences qu'on a définies ici ont été prouvées comme suffisantes et nécessaires pour pouvoir bosser dans l'écosystème. Elles sont au nombre de 5. Alors, je vais vous les résumer assez rapidement. L'intitulé de ces compétences prend en général plusieurs lignes, donc vous avez déjà une version simplifiée. Mais en gros, c'est s'assurer de ne pas finir en prison. Donc, la première chose, c'est réaliser une veille sur les enjeux réglementaires, ce qui n'est pas évident puisqu'ils changent tous les 6 mois. Deuxièmement, c'est définir un protocole de DeFi. C'est-à-dire, voilà, il y aura telle fonctionnalité, il y aura besoin d'un approval pour faire ceci, il y aura une liquidité de telle forme, de telle densité à tel endroit. Mettre en place le bousin, ce qui n'est pas gagné, c'est-à-dire mettre en place un projet. Donc, en l'occurrence, ça, c'est une compétence qui est quasiment omniprésente dans toutes les certifications d'Alira et dans beaucoup d'écoles, puisque globalement, il va falloir s'organiser. Donc, il y a un peu de chefferie de projet. D'ailleurs, pour la certification du DVHE, il y a beaucoup plus de compétences liées à la gestion de projet. Ils sont beaucoup plus spécialisés là-dessus. Une compétence C4 qui est une compétence d'analyse. Ça veut dire être capable, à partir d'une stratégie qu'on leur donne, ça veut dire, voilà, je veux faire du 12% sur du stable, par exemple, être capable de faire l'inventaire, le dashboard des protocoles qui existent et de dire, voilà, moi je vous conseille de faire celui-ci, 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 attention à celui-ci, à quelques risques. Ce n'est pas du conseil en investissement, c'est juste faire un étendage des protocoles qui permettent d'atteindre ces stratégies-là. Et celle qui intéresse la plupart des apprenants, puisque c'est la compétence que généralement ils ne loupent jamais, c'est interagir sur la DeFi. Dont notamment nous avons ici un jury technique, attention on ne rigole pas là-dessus. Donc globalement ils ont 20 minutes, ils se font torturer par des gens qui font effectivement partie de DeFi France dans la majorité des cas. Il y avait Serge Petrov aussi qui a été en jury. Voilà, fais un swap là-dessus, nique ton approval, pas sur telle liquidité, fais ceci, fais un borrow et tout ça, vous imaginez. Et la personne doit pouvoir faire ça les yeux à peu près fermés. Donc si la personne est capable de montrer l'acquisition de ces 5 compétences, elle a la certification en question. Et ces 5 compétences ont été déclarées comme étant professionnalisantes et professionnelles par le ministère du Travail, ce qui n'est pas rien. Alors je ne vais pas m'éterniser énormément sur cet aspect-là, mais globalement, ils vont passer par la suite 40 minutes pour être évalués, 20 minutes sur les 3 premières compétences, à savoir définir un projet juridiquement valable et pouvoir l'accompagner, 10 minutes sur une étude de cas, donc sur la stratégie qu'on a vue ensemble. Donc pareil, ils vont devoir convaincre un jury en 10 minutes que leur stratégie est la bonne, donc connaître les protocoles qu'ils ont mis en dashboard. Et puis à la fin, 15 minutes de torture devant différents protocoles de DeFi pour réussir à s'en servir. Les compositions des équipes vont varier selon les promotions. Aujourd'hui, chez Alira, on est entre 3 et 4 personnes qui sont sur les formations de finance centralisée en compagnie d'un développeur blockchain qui bosse toujours en solitaire.
Donc les gens qui sont en développement blockchain font leur projet tout seuls. Et globalement, ils vont avoir accompagné, savoir pivoter, produire. Je leur dis souvent qu'un projet qui se passe mal est un projet où on apprend le mieux. Et j'ai parfois même envie de changer les règles du jeu en cours de route juste pour les obliger à pivoter. Pour un petit peu le planning, pour vous voyez un peu comment ça s'organise, comme je vous ai pas menti, 19-20 mai, on leur donne les consignes qui sont ici, un peu plus détaillées bien entendu. Les groupes sont créés aléatoirement le 26 mai, c'est-à-dire qu'on met ensemble des gens qui ne se connaissent pas, puisque la vie c'est souvent un peu ça. On va juste leur demander s'ils ont des affinités et des sujets qu'ils aiment bien. Leurs projets sont validés quelques semaines plus tard quand même, parce qu'on ne veut pas non plus qu'ils aillent au mur. On a plusieurs personnes qui vont valider ça d'un point de vue technique et d'un point de vue aussi marketing pour s'assurer qu'ils proposent un projet qui fasse sens. Et ils soutiennent en plein milieu d'été pour bien les dégoûter devant le soleil qui brille. Voilà. C'est globalement un peu comme ça que ça fonctionne. C'est une certification qui est sérieuse, pas tout le monde l'a, parce qu'elle est extrêmement exigeante et nous avons plusieurs personnes ici qui peuvent en témoigner. Et globalement, ils vont avoir différents livrables qu'on va leur demander, la capacité d'organiser une veille, la capacité de prendre de la décision, la capacité d'identifier les besoins avec un livrable à chaque fois qui garantit en fait que cette étude a été faite. Le petit pitch élévateur la semaine 8 et en semaine 13, la semaine d'examen. On ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas forcément la chose la plus amusante. À la fin, ils ont une certification reconnue par l'État et on va ancrer effectivement les coordonnées de cette certification suite au parchemin directement sur BTC Diploma, qui est une solution française de certification on-chain. On ne va quand même pas se priver d'être mauvais cordonnier. Voilà, donc ça c'est un peu ça l'idée qu'on a chez Alira. D'autres certifications sont aussi portées, donc celle de consulting blockchain qui est une certification Web3 très généraliste, très 360 degrés, et celle de développement blockchain pour pouvoir mettre en place une solution. Petite nouveauté de l'année, je vous fais la primeur, puisqu'ils ne sont pas encore au courant, ils la prendront la semaine prochaine. Mais on a décidé de mettre en place un Golden Badge. Comment ça, tu es au courant maintenant? Ça veut dire que si vous tombez sur un projet que vous trouvez merveilleux, avec des acteurs qui sont merveilleux et qui les accompagnent de manière bien, en fait, les jurys me le signalent. Ils ont le petit Golden Badge et on va faire en sorte que ce soit chez Cryptost avec Cube3 ou que ce soit avec Ethereum France ou n'importe quelle personne avec qui on s'entend bien, ils puissent effectivement trouver les meilleurs médias et les meilleures manières de pouvoir discuter et être mis en avant. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails des différents projets, sachant qu'il y en a à peu près une vingtaine qui sortent de DeFi sur chaque section d'Alira. Mais globalement, ici, on a un petit projet Prima qui revisite le financement B2B avec la tokenisation des factures, de l'épargne collective. Alors on a souvent ça chez Koba et aussi des gens qui s'intéressent aussi à la manière de pouvoir gérer les liquidités sur du rendement de Bitcoin. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a des profils de tous les horizons. On va avoir des gens qui s'intéressent à la DeFi de manière très personnelle. C'est-à-dire que globalement, il faut s'intéresser à ça pour pouvoir gérer leur argent eux-mêmes. Mais on a de plus en plus, et c'est vraiment la grande fierté chez Alira, des gens dont le métier c'est l'argent. Donc des CGP, des banquiers, des avocats, des fiscalistes qui vont s'intéresser à ces formations-là parce qu'ils ont bien compris, et vaut mieux tard que jamais, que la finance centralisée, il y a le mot finance dedans et que globalement, si on s'intéresse à ce milieu-là, c'est bien d'intérêter à l'autre. Alors quelques petites figures que j'aime bien mettre en avant, quelques petits chiffres. Les formations DeFi sont relativement peu nombreuses puisqu'il y a beaucoup plus de personnes qui veulent rejoindre les formations généralistes de Web3 ou de développement. Un public très varié, comme j'ai dit tout à l'heure. 500 alumni ont passé les formations sur 14 sessions, ce qui veut dire que ça fait bientôt 5 ans qu'on forme à la DeFi sur Ethereum avec Alira, sachant que les premières formations étaient en 2019, c'était sur des technologies web Ethereum en l'occurrence. Marc Zeller a enseigné chez Alira, des grands noms qu'on connaît assez bien à Ethereum France ont enseigné chez nous. Sur la nouvelle certification des 2 sessions qu'on a vues là, il n'y en a que 30 pour l'instant qui ont été certifiés. Donc c'est des promos plus petites, on n'est pas dans le DeFi Summer d'il y a quelques temps, et on a 70% de réussite, et c'est un taux dont je suis très fier, parce qu'on est sur une logique de certification qu'on ne donne pas à tout le monde, et la finance centralisée, comme pour celles et ceux qui la pratiquent, c'est un sujet complexe, c'est un sujet qui n'est pas évident, et dès qu'on met un tout petit peu de challenge, la chose ne se fait pas facilement, et c'est 45 minutes de soutenance sans faute et 11 livrables, il n'y a pas intérêt à se louper. Pour la formation, parce qu'il faut quand même être au niveau, c'est 40 heures de formation qui sont faites par des professionnels d'écosystème que je vais présenter en 2 minutes, et 80 heures de live, des talks Alira que j'anime le lundi, des ateliers, des questions-réponses, et Gaëtan, qui assure, en l'occurrence que vous avez vu en tant que membre d'Ethereum France, qui assure une grande partie des lives questions-réponses et experts. La première monture des formations DeFi chez Alira a été portée par Manu Redpil, Emmanuel Dana de son vrai petit nom, pharmacien qui effectivement avait fait Alira au départ et qui était l'un des quasiment des OG à s'intéresser à la finance centralisée. Il avait réalisé ça dans un temps record. On a vraiment été très content de bosser avec lui. Depuis 2014, c'est Pascal Talarida, donc le créateur du projet, cofondateur du projet Jarvis,
de Notion Web, qui est fondateur, que vous connaissez probablement, j'imagine, et qui a l'avantage de lier deux savoir-faire extrêmement rares. Déjà, c'est une des plus belles références en DeFi, notamment sur les parties stables. Et en l'occurrence aussi, c'est un professionnel de la formation, puisqu'il a déjà fait plusieurs formations et qu'il adore faire ça. Donc c'est vraiment quelqu'un, j'ai échangé avec lui ce matin, et c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement agréable de travailler et on se fait très plaisir. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux autres aspects sur lesquels on a des pointures, on va dire un peu plus spécifiques. L'aspect juridique avec Camille Dalponte et la partie gestion de projet avec Martino Betucci qui a l'habitude de gérer plusieurs projets. Donc là, on est plutôt sur de la gestion agile, de la mise en place des choses, puisque, comme vous avez pu remarquer, ils ont très peu de semaines pour mettre en place ce bousin-là, et à la fin, on leur demande de créer un protocole, ce qui n'est pas simple. On va pas forcément rentrer dans les détails, mais globalement, on essaie de voir 360 degrés tout ce qui est en protocole DeFi. C'est principalement sur d'Ethereum. Il y a quelques petits chapitres très rapides sur la DeFi en Solana et sur d'autres types de solutions, de plateformes. Mais le gros se fait aujourd'hui de manière assez réaliste sur Ethereum en ce qui concerne les protocoles. Sachant qu'on utilise Polygon POS pour les tests, pour les exercices, parce que ça leur coûte un peu moins cher qu'avec du vrai Ether. Comme on l'a dit tout à l'heure, et on va finir là-dessus pour laisser la place à mon collègue, réalisation d'un projet complet et déployé avec quelqu'un qui les accompagne. Tous les jeudis, Pascal fait un live entièrement dédié aux anciens, où il parle de ses nouvelles stratégies, donc c'est quelque chose qui se reste entre nous. Je mets avis, entre guillemets, parce que c'est tant que Pascal est vivant, donc ça ne va pas durer éternellement. Et un autre point qui est important, c'est le réseau d'Alira, qui compte aujourd'hui 2500 alumni, et j'aimerais avoir le temps de tous les connaître, mais je n'ai pas le temps. Globalement, c'est un peu tout ça à l'IRA. Quelques personnes qui ont fait la formation DeFi et que j'avais envie de mettre en avant un tout petit peu aujourd'hui. Lui, Alexandre de Froissart, que vous voyez de temps en temps, qui est devenu un peu plus beacon maximaliste, mais en l'occurrence, il a fait la formation DeFi. Agathe Gauthier, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, qui s'occupe du marketing chez Meria. On a aussi Booker Hadji, qui est un expert indépendant, mais qui est lié à différents protocoles aujourd'hui. Et un petit clin d'œil aussi pour Paul Rucci, qui a rejoint l'équipe de Montaigne de lui Alexandre de Froissart, et qui a une particularité d'illustrer un peu comme Emmanuel Dana sur la partie pharmacie, le fait de passer de chimiste à expert DeFi, puisque, comme vous le savez, il n'y a pas de formation au lycée et ailleurs dans la DeFi, donc forcément, on n'a quasiment que de la reconversion. Et ça fait de très belles histoires et de très belles aventures. Et Alexandra Crépy, qui est un des exemples en fait de personnes qui sont professionnelles et l'experte de trading à la BNP et qui ont fait les formations DeFi parce qu'ils ont dit qu'ils ne voulaient pas mourir bêtes. Voilà, donc ça me fait plaisir et je voulais dédier un peu ma prise de parole aussi à la dame qui s'est fait agresser aujourd'hui, qui prouve que je n'ai pas eu le temps d'éduquer tout le monde. Donc voilà, on y va et merci pour tout. Je suis content aussi de voir beaucoup de personnes que je vois dans l'écosystème depuis longtemps, mais aussi encore plus de nouvelles personnes. C'est bien de voir que l'écosystème continue à grossir. L'idée de cette présentation, c'était de la mixer un petit peu entre un historique de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, faire quelques annonces pour que vous rentabilisez votre déplacement, et un petit peu un commentaire de nous, ce qu'on a vécu sur les presque 5 dernières, 4 et demi, ouais. Allez, 4 et demi dernières années à construire en DeFi, avec plus ou moins de succès en fonction des différentes tentatives qu'on a eues, pour que vous ayez un petit peu une idée de ce que c'est que travailler dans cette industrie-là, et voir en général ce qui marche pas, et qu'est-ce qui a changé. Pourquoi est-ce que c'est plus forcément possible ? Parce que l'industrie elle a totalement changé, elle a beaucoup mûri, et que les attentes, les utilisateurs, les opportunités sont totalement différentes. Je vais vous donner quelques chiffres et je vais vous montrer un petit peu. Nous, on a commencé, pas par une formation, pas par une école, on a commencé par un hackathon. En fait, on avait une idée. On commençait à peine à parler du nom de DeFi, on parlait même d'Open Finance, c'est en train de revenir d'ailleurs. Et on a vu des présentations sur un projet qui s'appelait Ifland, qui est devenu AV, et Maker, qui commençait à se lancer, qui parlait d'une nouvelle industrie qui arrivait, qui voulait appeler la DeFi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met de la finance sur une blockchain. La blockchain, on a commencé en disant on va permettre de faire de la monnaie dessus. Et après on s'est dit ouais, mais si on fait de la monnaie, on peut aussi faire de la finance. C'est comme ça qu'on a continué à découler, à arriver vers la DeFi. Et donc nous, on a vu tout ça et on s'est dit c'est super cool, mais ils sont en train de faire plein de sujets sur la gouvernance sans pour autant maîtriser ce qui se passe sur la gouvernance. Et donc on a voulu commencer à se lancer dans la gouvernance, on a commencé à participer en tant que délégué, on a commencé à chercher, à se renseigner, à discuter, et on s'est rendu compte que c'était un système qui était extrêmement vétuste, parce qu'on utilisait parce que beaucoup de gens n'avaient pas forcément les compétences et l'expertise sur comment gérer des communautés, sur comment s'organiser, à quoi ressemblait un boardroom, un conseil d'administration dans une association, dans une entreprise. Et c'est comme ça qu'on a voulu être un peu provocateur. On s'est dit, on va faire du prêt de droit de vote. Pourquoi ? Ça va attirer l'attention et en fait, on va voir à quel point le système marche ou ne marche pas.
Alors, vous allez vous rendre compte, on va en parler un petit peu, on a le sens du timing, on n'a jamais lancé au bon moment nos produits. C'est comme ça, c'est des compétences qui s'apprennent aussi avec le temps. Mais voilà. Et donc en fait, on a lancé notre tout premier produit à la toute fin du bull market de 2021. Donc en fait, quand on commençait déjà tout à s'essouffler, quand tout le monde avait bien profité, c'est là qu'on a lancé notre produit, tout simplement parce qu'on avait besoin de temps pour le développer, pour le sortir. Et donc on l'a sorti, on a parlé d'airdrop, on a voulu montrer, il y avait beaucoup de gens qui étaient très excités à l'idée de tester le produit, on est content, on est monté jusqu'à 18 millions d'actifs sous gestion pour le protocole, ce qui était un bon début. Et en fait, on s'est rendu compte une fois qu'on avait fait ces actifs, qu'on payait pour via des tokens entre guillemets, qu'on n'avait pas forcément un business model aussi solide que ce qu'on avait en tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, le prêt de droit de vote et les droits de vote en général, ils ont une valeur qu'au moment où il y a une proposition controversée. Sinon, quand tout le monde est d'accord, il n'y a pas de valeur, parce qu'en fait, tout le monde vote dans la même direction. Donc en fait, vous achetez des droits de vote que quand les gens se battent entre eux, et c'est souvent pas celui qui a les meilleures intentions qui va les acheter. Donc ça a ramené plein de complexités réputationnelles, mais aussi sur le fait qu'il fallait intégrer énormément de projets pour être un tant soit peu rentable. Donc très vite, quand vous voyez que ça retombe, c'est parce qu'on a commencé à couper les incentives et qu'on a commencé à passer sur un nouveau projet qui s'appelait Quest. On a pivoté. Et quand vous faites du software, vous pivotez, vous pivotez, vous pivotez constamment. Parce que l'idée, c'est pas de se dire mon idée est mauvaise et je fais quelque chose d'autre. L'idée de se dire il y avait quelque chose de bien, pourquoi est-ce que ça a marché, comment est-ce que je fais pour que ça marche mieux. Donc en fait, vous y allez peu à peu. Quand vous y allez vraiment d'un coup franc, c'est que vous n'avez pas forcément eu quelque chose qui fonctionnait dans votre idée précédente. Donc nous, on a continué à évoluer. On est passé on fait du prêt de droit de vote purement sur la gouvernance, on fait du prêt de droit de vote sur Curve et sur Balancer. Pourquoi? Parce qu'en fait, le droit de vote dans ces protocoles-là contrôlait des émissions. Et donc, les gens achetaient le droit de vote pour contrôler des émissions parce que ça leur permettait d'avoir de la liquidité. En fait, ce qu'on faisait avec Quest, qui est notre produit phare aujourd'hui, qui était notre produit phare, c'était une marketplace de liquidité. Donc les gens venaient acheter de la liquidité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'ils venaient acheter de la capacité pour que les gens puissent trader. Donc ils achetaient de la demande et on travaillait beaucoup avec des gens qui faisaient des stablecoins. Parce que ces gens-là avaient besoin de faire tenir leur peg, ils étaient capables de te payer beaucoup parce que c'était une activité qui était très rentable. Et donc sur les 3 dernières années, on est passé d'un produit qui avait 18 millions de TVL mais qui ne faisait pas un radis, à un produit qui a fait 18 millions de fees et qui nous a permis de tenir sur les 2 dernières années, de devenir rentable. Donc quand vous créez un projet, il ne faut pas juste penser à oh, est-ce que ça peut être cool, est-ce que ça peut être intéressant, mais il faut aussi avoir un business model dès le début. Et de préférence, il faut l'activer le plus tôt possible parce que ça va être de plus en plus compliqué de rajouter des fees, des frais, si vous ne les avez pas mis de base. C'est vraiment important. L'entrepreneuriat américaine va vous dire qu'il faut grossir, dépenser le plus possible et après vous rajouterez des frais. Historiquement, ça a marché pour certaines boîtes. En revanche, et ça c'est très important, les fondateurs ils sont toujours fait dégager. Hein. Il y a toujours une restructuration, il y a un vrai administrateur qui est venu et qui a tout mis en place. Il y a très peu d'exceptions. Brian Chesky, c'est Airbnb, mais ils ont eu une vraie remise en cause pendant la crise du Covid, par exemple, ce qui leur a permis d'éviter. Mais si vous regardez toutes les autres grosses boîtes, c'est quasiment tout le temps arrivé. Donc voilà. En fait, nous, on a une espèce de phase de maturité. On s'est rendu compte qu'il fallait changer notre use case, qu'il fallait changer ce qu'on faisait, parce qu'en fait, à un moment, on devait créer une activité rentable. Moi, aujourd'hui, la boîte que je représente, qui fait du développement derrière, on a 8 employés, il faut les payer à la fin du mois. Et les payer, c'est pas juste vous avez fait une levée de fonds il y a quelques années et vous vivez là-dessus. Donc concrètement, en fait, nous, on a eu cette partie de maturité, on est parti vraiment purement de la gouvernance et on allait vers des usages de DeFi qui permettaient de faire des marketplaces de liquidité. Et donc on a continué, on travaillait avec beaucoup de stablecoins. Et on voyait cette industrie continuer à grossir. Pour vous donner une idée, quand on a commencé, il devait y avoir peut-être 20, ce qu'on appelle des issuers, des personnes qui créent des stablecoins, des émetteurs. Aujourd'hui, il y en a plus de 250. Nous, on pense que ça doit être encore plus, vu le nombre qui ont été annoncés sur les dernières semaines. Nous, on pense qu'il y en aura 2500 dans un an. Pourquoi? Parce qu'en fait, le stablecoin, c'est l'unité, c'est le dénominateur le plus bas économique, le dénominateur économique commun le plus bas d'une entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez réduire à 1 $ ou 1 euro en Europe le substrat d'une entreprise. Et donc, en fait, à partir du moment où elle est d'une certaine taille, elle a intérêt à internaliser ses effets réseau en faisant son propre stablecoin, en disant à la place d'avoir 1 euro dans une banque spécifique, je vais créer mon propre stablecoin qui internalisera tous les effets réseau de ma boîte. Donc, en fait, elle sera utilisée dans ma boîte. Nous, notre théorie, c'est que tous les boîtes d'une certaine taille vont commencer à faire ça. Meta, Facebook, ils étaient extrêmement avant-gardistes, ils ont compris ça il y a 7 ans. Et en fait, quand ils ont fait ça, il y a une levée des boucliers politiques extrêmement élevée. Aujourd'hui, on est en train de refaire exactement la même chose, tout le monde le fait, sauf que l'administration américaine n'est plus du tout contre. En revanche, l'administration européenne, elle a une position très différente, qui est contre.
Donc nous, on a commencé à regarder un petit peu tout ça, et on s'est dit, c'est très intéressant. Pourquoi est-ce que ces stablecoins continuent à exploser? Quels sont leurs besoins? Ils ont des besoins de liquidité. On a déjà un produit qui leur permet de répondre à cette demande. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à travailler de plus en plus avec eux? Et donc on a voulu expérimenter. On a sorti une première expérimentation. Et alors bizarrement, autant on est mauvais en timing, autant en expérimentation, on n'est pas trop mauvais. En général, on lance quelque chose et ça a tendance à un peu marcher. Et en fait, on s'est dit, on va vendre un simili stablecoin. C'est pas un stablecoin directement, c'est backé par des stablecoins. Et l'idée, c'est qu'à la place de le vendre, de directement le sortir, comme vous avez pu voir pas mal d'émetteurs, et en fait, on va le proposer à des L2 ou à des nouvelles chaînes. On va leur dire, voilà, on va faire le stablecoin que vous voulez en répondant aux critères que vous avez spécifiques. Donc, on a tenté avec Sonic en janvier. Et en 50 jours, on est monté à plus de 100 millions de TVL. Pour un produit en France, il n'y en a pas beaucoup qui sont montés à plus de 100 millions, on doit être 3, 4. Donc c'était une grosse réussite pour nous. Et on s'est retrouvé dans une situation extrêmement intéressante qui est, en fait, notre produit, notre expérimentation de janvier, c'est devenu notre plus gros produit. De très loin. Et donc comment est-ce qu'on fait pour s'adapter quand on a un produit expérimental qu'on avait sorti un petit peu en marge de notre projet de base, qui était une DAO, pour tout adapter? C'est un défi, ça fait pas mal de temps qu'on bosse là-dessus. Et donc en fait, on voulait voir, on s'est pas mal creusé la tête, pourquoi est-ce que ça a marché? Comment est-ce qu'on peut répéter ça? Et comment est-ce qu'on fait pour se positionner nous en tant qu'entreprise de développement, mais aussi par rapport aux stakeholders qu'on avait dans la DAO. S'il y a des questions sur les DAO, je ne sais pas si tout le monde comprend un peu ces mécanismes, on peut en parler après au niveau des questions. Nous, ce qu'on a compris, c'est qu'il y a 3 choses qui fonctionnent dans ce nouveau produit-là. La première, c'est fait une grosse demande des stablecoins, c'est laquelle on voulait résoudre, qui est d'avoir des gros utilisateurs. On n'arrête pas de vous dire oui, les institutionnels arrivent. La réalité de terrain, c'est que les institutionnels n'arrivent pas. Aujourd'hui, la BNP, la SOG, les grosses banques, elles font des grands plans quinquennaux où elles disent qu'elles vont faire quelque chose, elles ne mettent pas encore d'argent dans l'écosystème. Les gens qui mettent de l'argent dans l'écosystème, ce sont des natifs de l'écosystème qui lèvent des fonds ou qui ont déjà fait fortune. En fait, quand on parle d'institutionnels qui sont en crypto aujourd'hui, ce sont des gens qui ont déjà fait fortune via l'écosystème et qui ramènent du nouveau capital via des fonds et des véhicules. En fait, c'est de l'institutionnalisation de gens comme vous qui en fait sont rentrés dans l'écosystème. C'est la professionnalisation. Nous, c'est ce qu'on a vu beaucoup. On travaille beaucoup avec ces gens-là. Et ça, c'est quelque chose de très important qui a changé. Quand on a monté notre projet à 4 ans et demi, vous sortiez sur Twitter, vous faisiez une petite campagne de communication, vous discutiez avec quelques personnes, et en fait, c'est des particuliers qui venaient déposer dans votre protocole. Et vous montiez à 10, 20, 50, 100, 200 millions de dollars de TVL, ce qui étaient des grandes réussites. Aujourd'hui, les grandes réussites, elles sont à 10 ou 20 fois plus. Et vous parlez plus du tout avec les gens de la communauté comme on parle de vous à nous. Vous allez à Singapour, vous allez à New York, vous allez à Dubaï, vous allez parler à des fonds. C'est les mêmes personnes qu'il y a 4 ans et demi, c'est juste qu'ils sont devenus beaucoup plus professionnels. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce que nous on a fait il y a 4 ans et demi, c'est pas forcément réplicable aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'il faut en être très conscient. Donc voilà, c'était une petite aparté, mais pour revenir sur le sujet, concrètement, on a vu qu'il y avait une grosse demande de ces projets, ces émetteurs de stablecoin pour avoir des gros utilisateurs institutionnels. Nous, on a voulu créer un protocole qui répondait à ça. Aujourd'hui, on est le plus gros détenteur de Go, qui est le stablecoin de Aave. De la même manière, les gens veulent un rendement compétitif. C'est impossible, si un jour vous essayez de créer un protocole DeFi, d'être toujours le rendement le plus compétitif. Pourquoi? Parce qu'en fait, le contexte, il change. Donc, à un moment, c'est hyper favorable pour vous. Par exemple, là, la volatilité est en train de redécoller. Et donc, Ethena, qui a un stablecoin qui s'appelle USDE, concrètement, son rendement monte parce que les gens prennent plus en plus de leviers. Ça, c'était bien, mais ça fait 6 mois qu'en fait, le rendement, il est extrêmement bas. Et donc, en fait, l'idée pour nous, c'est pas de dire nous sommes un stablecoin et on a une stratégie. C'est on laisse et on aide des stablecoins développer des nouvelles stratégies. Et nous, on va juste de stablecoin en stablecoin en fonction d'où est le meilleur rendement. Ce qu'on offre, c'est le meilleur rendement ajusté au risque en moyenne. C'est ce qu'on essaie de faire avec ce protocole-là. Et donc, on essaye d'avoir un rendement extrêmement compétitif. On a tout un système que je pourrais aborder un petit peu plus tard qui permet d'avoir ce rendement compétitif. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, il y a une erreur sur les slides un peu plus tard. Aujourd'hui, on offre 4%, je crois que c'est 3,8% sur le rendement court terme. Et on offre 48% sur le rendement long terme. Donc ça veut dire qu'il faut bloquer son capital pendant au moins 1 an. Et la dernière chose, et c'est pour moi la plus importante, c'est qu'avec les L2 avec lesquels on travaille, en fait, justement parce que vous devez bloquer du capital sur cette chaîne, ça devient du capital productif pour eux qui est bloqué pendant une durée limitée. Donc là, on a une méta où tout le monde vient farmer des airdrops, veut des points, etc. Et dès qu'il n'y a plus de points, ils disparaissent. Nous, on offre une solution où les gens offrent du capital sur le long terme sur cette solution. Et donc c'est extrêmement intéressant pour des acteurs qui veulent de la liquidité long terme parce que ça permet de faire tourner toute leur chaîne. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop confus. C'est un petit peu ce qu'on a créé avec Rings. D'un côté, on avait Paladin Lending qui était le tout premier pionnier du droit de vote, qui a monté en TVL mais qui n'a pas forcément le succès qu'on attendait en termes de rentabilité, en termes de vraie ambition long terme.
Ensuite, on a eu Quest, qui venait aussi de Paladin, qui était un pivot en venant de ça, et qui en fait a permis pour nous de comprendre comment est-ce qu'on crée une solution rentable. On a eu des limites en termes de à quel point on peut faire grossir ce produit, et maintenant on a Rings, qui a eu de beaucoup plus grosses ambitions, mais qui en fait n'est pas forcément lié à Paladin. Donc ça crée des problèmes de clarté. Déjà, rien qu'en parlant de tout ça, j'en ai sûrement perdu plusieurs d'entre vous. Donc on s'est un peu creusé la tête, on s'est dit comment est-ce qu'on fait pour nettoyer un petit peu ça et le rendre un petit peu plus compréhensible. Et en fait, en creusant, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de problèmes. On s'est rendu compte que Paladin, en fait, c'était affilié à de la gouvernance et que ça fait 4 ans qu'on travaille en crypto, ça fait 3 ans qu'on travaille plus tout autour de la gouvernance et que les gens nous affiliaient encore à ces sujets de gouvernance. On avait une direction artistique qui était médiévale, qui était de moins en moins pertinente parce qu'on a alloué moins de fonds sur du marketing pur parce que c'était moins pertinent, mais aussi parce qu'en fait, on est en train de travailler de plus en plus avec des acteurs sérieux et qu'un petit chevalier, c'était très mignon et c'était très marrant il y a 3 ou 4 ans, mais en fait, aujourd'hui, quand vous allez parler à des banques, à des fonds institutionnels, en fait, le petit chevalier, ça vous fait plus perdre en crédibilité qu'autre chose. Et la dernière chose, c'est que c'est un design qu'on a fait il y a 4 ans, avec des moyens différents, dans une ère différente, et donc c'était plus forcément dans l'air du temps. Le deuxième problème, il est lié à Rings, cette petite expérimentation qu'on a sortie, qui maintenant fait 90% de nos revenus, ce qui est une excellente nouvelle, mais qui a une direction artistique différente, des couleurs différentes, et qui n'était pas liée à Paladin. Donc on s'est demandé comment est-ce qu'on fait pour lier les deux. Est-ce que Paladin absorbe Rings? Mais dans ces cas-là, quelle légitimité avait ce produit à absorber l'autre? Parce que théoriquement, on ne devait rien, on a développé ce produit sur nos fonds. Et de l'autre côté, est-ce que Rings absorbe Paladin? Mais ça crée des complexités parce que qui est Rings? Il n'y avait pas d'identité. On a fait passer un vote très récemment, on a proposé, on a sondé à la communauté, qui a bien sûr accepté parce que c'était de l'argent gratuit, de fusionner Paladin et Rings. L'idée, c'était pas de fusionner sous la marque Paladin, mais en fait de tenter de faire ça sous une nouvelle marque qu'on appelle Trevi. Et donc l'idée, c'est de créer une néobanque qu'on va appeler Trevi. Ça va être progressif, on n'ouvre pas une banque demain, je vous rassure, il y a plein de complexités légales et réglementaires, mais on est en train de fusionner Paladin et Rings, une nouvelle marque qu'on annonce aujourd'hui, vous êtes les tout premiers à le savoir, on a posté il y a 5 minutes l'article pour annoncer ça, de ce nouveau projet. C'est le même qu'avant, et en fait on est en train de simplifier la marque. Donc c'est pas très compliqué, on ne change pas les produits. On a créé 7 produits pour vous donner 8e produit sur 4 ans. Donc on a essayé beaucoup de choses. On va garder les 2 produits les plus rentables, tout le reste on va les fermer. Donc si vous avez des fonds dessus, merci de les retirer. Et on va garder Trevi Quest, qui était notre produit historique, qui nous a permis de rendre, qui est la marketplace de liquidité, et Trevi Earn, qui s'appelait Rings auparavant. Donc l'idée c'est juste de simplifier en 2 stratégies et 2 produits différents, et de rendre l'écosystème beaucoup plus cohérent. Donc voilà, ça c'est la création d'une marque ombrelle. Je vais vous expliquer un petit peu plus pourquoi on a fait ce choix, quelles sont les implications, comment fonctionne Trevi, ce qu'on veut faire avec tout ça. Il y a encore une ou deux petites annonces intéressantes, vous allez voir. Du coup, qu'est-ce que Trevi? On en a parlé un petit peu avant, mais juste pour vous le résumer, c'est 2 produits vraiment. C'est une marketplace de liquidité et c'est un stablecoin marque blanche pour des chaînes. Aujourd'hui, on est en discussion avec beaucoup de chaînes. On n'a absolument pas la capacité de tous les faire. Donc si vous êtes intéressé, si vous pensez que c'est une solution intéressante, vous pouvez aller regarder la documentation. On est ouvert, on commence à discuter avec d'autres équipes de faire des modèles de friendly fork. C'est un modèle que Liquity est en train de pousser pas mal, c'est un modèle qui est poussé aussi par AV. Nous, c'est quelque chose qu'on veut arriver à faire, on est parfaitement conscient qu'on n'a pas la capacité de tout faire. Donc à la place, on est en train de se dire, on peut tout à fait trouver un modèle où on partage notre stack technique, notre expertise, avec des gens qui veulent venir et créer ça sur d'autres chaînes. On peut même partager une liste des chaînes avec qui on n'a pas le temps de travailler, avec notre notation en amont. Donc voilà. Et pour finir, l'objectif de Trevi, c'est de créer ce qu'on appelle un livret d'épargne. J'ai pas envie de dire à haut rendement, déjà parce qu'en fait tous les rendements, s'ils sont suffisamment qualitatifs, ils finissent par se faire tasser par le temps, mais un livret d'épargne extrêmement compétitif pour les utilisateurs. Pour l'instant il est en dollars, parce qu'il n'y a aucune demande en euros malheureusement, mais on aimerait arriver à produire cet outil-là très prochainement. Donc voilà, vous allez entendre, j'espère, parler beaucoup plus de nous prochainement. Je vous ai parlé du livret d'épargne. Pour vous expliquer très rapidement comment est-ce qu'il fonctionne, en fait c'est un système d'un double livret d'épargne, épargne à court terme, épargne à long terme. Donc soit vous avez le stablecoin et vous l'utilisez comme vous voulez pour des paiements, pour autre chose, soit vous pouvez le staker, vous avez besoin de 5 jours pour le retirer, et ça vous touchez un rendement de base qui est le rendement de base sur les chaînes sur lesquelles on est déployé. Aujourd'hui sur Sonic c'est 3,8% cette semaine, je crois que la moyenne est à 4 depuis le lancement. L'objectif c'est que ça soit beaucoup plus élevé bien sûr, mais ça prend énormément de temps et ce n'est pas des choses qu'on peut promettre. En général quand on vous promet un rendement, c'est pas une bonne chose.
La deuxième, c'est du rendement long terme. Donc on a eu quelque chose d'extrêmement compétitif. Vous voyez, quand j'ai fait les slides, ça devait être il y a... j'ai dû utiliser cette source, ça devait être il y a un mois, on était à 110%, ce qui était totalement délirant, hein, c'était une super opportunité. On a une moyenne à 75%, si je dis pas n'importe quoi, c'est pas mal redescendu à cause du contexte de marché sur le dernier mois, qui s'est inversé très récemment d'ailleurs. Là, on doit être à 48-50%, si je dis pas n'importe quoi, sur le rendement long terme. Donc ce qui reste des rendements extrêmement élevés. Après, vous bloquez du capital pendant un an. Donc tout l'objectif de notre produit, c'est en fait d'être capable d'accumuler des risques tout en les minimisant. C'est un peu le travail d'une banque de base. L'idée, c'est que nous, on est capable de créer des logiciels qui vont être capables de cumuler des risques pour les annuler, concrètement. Et donc c'est ce qu'on essaye de créer avec ce livret d'épargne-là. Aujourd'hui, on a 125 millions dans le produit. L'objectif, c'est de continuer de le faire grandir et de continuer à avoir des intégrations un petit peu partout pour avoir la composabilité on-chain. On est sur la plupart des protocoles de lending. Il y a de la liquidité, les gens peuvent faire du levier, ils peuvent yield trader sur Spectra, sur Pendle. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, et s'il y a des choses en plus qui peuvent être faites, eh ben on les rajoutera. C'est tout l'idée. Donc c'est l'idée d'arriver à quelque chose de créer, de peut-être plus safe que ce qui a été fait jusqu'auparavant, et sûrement beaucoup plus composable. Donc voilà. Pourquoi c'était affiché comme ça? Bon, ça ne devait pas être le cas. Mais le dernier truc, c'est comme la plupart des projets, on se finit par sortir un token. On l'a fait il y a plus de 3 ans. Et en fait, un des grands problèmes quand vous sortez un token, c'est que c'est un véhicule très facile pour faire beaucoup d'argent très rapidement. Le problème, c'est le long terme. Qu'est-ce que vous faites pour continuer à alimenter votre token, pour continuer à faire en sorte qu'il ait de la valeur? C'est des problèmes qui sont extrêmement similaires à ce que des entreprises cotées en boîte ont. La différence, c'est que des entreprises qui sont cotées en boîte, aujourd'hui, c'est des entreprises qui sont extrêmement mûres, qui sont plus du tout dans la mentalité d'une startup. Ce sont des grandes entreprises. Ils ont des départements spécialisés dans les relations avec les actionnaires. Il y a toute une partie de transparence et de réglementation qui est obligatoire pour en arriver à ce point-là. Aujourd'hui, le problème de la crypto, c'est qu'on cote, je mets bien entre guillemets, des projets qui sont extrêmement juniors. Nous, c'était notre cas il y a 3 ans. On a dû avoir beaucoup de leçons en communication, en gestion, sur la partie réglementaire pour comprendre un petit peu quelles étaient toutes les obligations, qui ne sont pas forcément des obligations juste réglementaires, mais qui sont des obligations morales, qui sont des obligations financières, parce qu'en fait, sinon, votre produit ne marche pas. Et la raison pour laquelle on voit énormément de protocoles qui vont à zéro, c'est parce que les équipes ne font pas forcément la montée en niveau nécessaire pour savoir gérer un token. Il faut une équipe à part, il faut des gens qui vont être dédiés sur ce sujet-là. Nous, on a passé beaucoup de temps là-dessus et on s'est rendu compte de plusieurs choses. La première, c'est que quand vous sortez un token, ça ne sert à rien de le sortir si vous pensez que vous ne pouvez pas faire mieux qu'une simple action. Autant rester privé, monter en taille et un jour se coter publiquement que sortir un token. Parce que de toute façon, si vous n'êtes pas capable d'offrir mieux que juste c'est un droit de propriété et qu'il n'y a même pas de backing légal, ça ne valait pas la peine de sortir le token. Nous, on a passé beaucoup de temps là-dessus, on s'est beaucoup creusé les ménages, on a créé plein de modèles techniques. Si vous étiez là aux dernière discussion qu'on a fait sur les amis d'Ethereum, on a parlé des modèles de V-token, qui étaient des tokens qu'on log sur le long terme avec des choses compliquées. Entre-temps, on a sorti notre propre modèle, qui était un échec. Pourquoi? Parce que c'était trop compliqué et que la plupart des gens ne comprenaient pas. Ça coûtait trop cher en gaz, parce que à ce moment-là, Ethereum était beaucoup plus cher pour les transactions. Et donc, on a continué à simplifier, à épurer. On a fait une dizaine de modèles pour essayer de... On a simulé pour essayer de comprendre un petit peu. Et en fait, on est revenu sur un modèle très très bête. On va passer sur un système de safety module. C'est exactement ce que avait fait. Pourquoi est-ce qu'on le fait aujourd'hui et qu'on ne l'a pas fait auparavant? Parce qu'aujourd'hui, avec le système, les livrets d'épargne, on a besoin de protéger le capital. Qu'est-ce que ça fait? C'est un problème de gestion, un problème de sécurité. Il faut être capable d'assurer les utilisateurs, un minimum. Donc, une partie de la trésorerie, elle va dans ce qu'on appelle un safety buffer, qui, elle, c'est juste de la trésorerie qui reste au cas où un jour il y a un problème, pour toujours essayer de permettre aux utilisateurs du produit de pouvoir sortir entier. Et après, la deuxième, c'est en fait ce qu'on appelle un backing de l'equity. Donc, théoriquement, avec des tokens, pardon. L'idée, c'est tout simplement, les utilisateurs déposent, des gens qui ont des tokens Prévi, déposent dans un safety module et en échange, ils touchent une partie des revenus du protocole. Donc, notre système qu'on annonce la semaine prochaine, vous êtes les premiers à l'entendre, encore une fois, c'est tout simplement que vous pouvez déposer votre token dans un module de staking et vous touchez tous les revenus du protocole après toutes les dépenses en fait, qui ont lié, donc c'est-à-dire payer les services providers, etc. Donc voilà, l'idée, c'est tout simplement de toujours simplifier. Une de nos grosses leçons, et c'est ce que je veux dire si vous voulez travailler en DeFi, ou si vous voulez contribuer à d'autres protocoles, si vous voyez des choses, allez vers le plus simple. Parce qu'en fait, plus c'est simple, plus ça veut dire que c'est maîtrisé. Plus c'est compliqué, plus il y a des implications, plus il y a des arbitrages, plus il y a des choses que vous ne mettez pas. Et nous, on l'a vu dans les protocoles qui marchent bien. Aujourd'hui, les protocoles qui sont les plus gros, c'est quasiment toujours les plus simples. Donc c'est la direction qu'on essaie de prendre. Voilà.
Alors là, on va rentrer un peu dans la complexité, parce que malheureusement, c'est un travers. En fait, on a créé un produit qui peut être de plus en plus compliqué, et donc on a voulu simplifier nos tokenomics. Aujourd'hui, notre livret de l'épargne long terme, il ressemble un peu à ce qu'on appelle du VECRV ou du VE Aero, qui sont des tokens qu'on peut locker sur du long terme. Sauf qu'on l'a fait avec un stablecoin. Donc la différence, c'est qu'à la place de vous faire locker une action volatile qui potentiellement peut perdre en valeur, l'idée c'est qu'un stablecoin ne perd pas en valeur et est censé être stable par rapport au dollar. Qu'en fait, vous loquez pas sur un risque de valeur, de fluctuation, mais vous loquez sur un risque de sécurité et de temps. C'est un petit peu la différence. Le problème avec ce sujet-là, c'est que les tokens sont transférables, mais en fait, il n'y a pas de liquidité de base. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de créer ce qu'on appelle un liquid locker, qui va permettre de rendre ce token liquide et donc disponible à n'importe quel client. Donc en fait, même si vous êtes bloqué sur le long terme, vous pouvez sortir ou rentrer grâce à cela. Et ce qui va se passer, c'est que le marché va créer un discount. En fait, il va pricer lui-même la différence entre la valeur que les gens ont d'avoir ce token et ceux qui veulent en sortir. Donc voilà, je vois qu'il y a un contributeur avec qui on travaille qui est dans la salle aussi. Je crois qu'on lui avait pas dit qu'on allait parler de ça aujourd'hui. Je sais qu'il travaille dessus aujourd'hui, donc j'espère qu'il va pas trop faire la gueule. Mais c'est un sujet extrêmement important pour nous parce qu'on pense que ça va faire beaucoup venir de nouvelles personnes, celles qui n'ont pas forcément envie d'être garanties d'être bloquées pendant 1 an ou plus. Donc voilà, j'espère que j'ai pas trop perdu, c'est la seule partie compliquée de la présentation. Et en fait, juste pour finir et pour revenir un petit peu sur tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, nous, notre vision long terme, en fait, c'est créer un protocole de dépôt. Aujourd'hui, vous avez énormément de protocoles de crédit qu'on est en train de voir. Vous avez AV, vous avez Morpho. Il y a encore très peu de protocoles de dépôt. Nous, notre but, on ne va pas créer du crédit. On ne va pas faire tout ça. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a une explosion de tous les différents services bancaires. Et on veut vraiment se poser sur un produit pour que les gens viennent déposer de l'argent, qu'ils savent qu'il est sûr, qu'il va leur sortir des rendements de manière certaine, et de pouvoir continuer à pouvoir vivre. On est en train de faire une solution d'épargne. Et donc, c'est ce qu'on est en train de créer avec Trevi. C'est un peu j'ai pas envie de vous dire la genèse, mais c'est la nouvelle mutation de tout le travail, tous les apprentissages qu'on a fait chez Paladin. Et voilà. Donc, si vous êtes déjà des utilisateurs, merci de votre confiance. Et si vous ne l'êtes pas encore, j'espère vous voir bientôt chez nous. Donc voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, si vous avez des questions, si je vous ai pas trop confus, écoutez, je suis à votre écoute. Super Romain. Tu parlais de token Trevi, donc il y aura un changement, un transfert du token PAL vers le token Trevi. Comment ça va se passer? Oui, alors ça c'est quelque chose qui a déjà été décidé en gouvernance. L'idée c'est qu'on va faire un outil de migration. On est en train de le développer pour en fait pouvoir transvaser le token PAL vers un token Trevi. Ça a été un long sujet de débat avec des partenaires, avec des investisseurs, avec plein de monde, parce que tout le monde voulait qu'on fasse un nouveau token, parce que c'est beaucoup plus facile de faire un nouveau token que d'assumer les péchés du premier. Nous, on n'a pas forcément voulu jouer dans cette cour-là, parce que on a une réputation, parce que ça fait déjà 4 ans et demi qu'on est dans l'écosystème, parce que vous construire sur les 10, 20, 30 prochaines années, et j'espère être à nouveau là dans 10 ans. Et donc, on a voulu assumer et se dire, on va essayer de relancer ce produit, on va essayer de relancer ce token. Je ne sais pas si ça va marcher, mais au moins, on pourra essayer de dire qu'on a essayé. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question sur les deux aspects de Trevi. Donc, sur la partie Rings, Earn, du point de vue de l'utilisateur final, comment est-ce que ça se différencie d'un Summerfy, par exemple, et donc d'un optimisateur de yield qui, à ma connaissance, va essayer de piocher les meilleurs rendements de droite et à gauche en fonction du moment et en essayant de limiter les risques. Et sur la partie de trading de droit de vote, donc votre business historique, comment est-ce que vous vous positionnez ou comment est-ce que vous vous positionniez par rapport à StakeDAO, par exemple? Ok. Pardon si je mets les pieds dans le plat. Ah non, c'est extrêmement important, merci. Alors, peut-être pour répondre sur la partie de droit de vote, StakeDAO, c'est un concurrent direct. Donc concrètement, ils ont des liquid lockers sur la partie gouvernance, on ne touche pas du tout à ça, mais sur la partie marketplace de liquidité, on est des concurrents directs. On est sur les mêmes protocoles, on fait les mêmes choses. Donc c'est la même activité avec des différences techniques. On est sorti un petit peu avant, mais il n'y a pas grand-chose de plus. Sur la partie des rendements, donc sur la partie vraiment qu'on appelait Rings auparavant, Trevi Earn, il y a plusieurs différences avec Summerfy. Je ne suis pas entièrement familier avec ce que fait Summerfy exactement aujourd'hui. Moi, je m'étais un peu arrêté quand c'était une interface de MakerDAO. Mais de ce que j'ai cru comprendre qui était dit, c'est devenu plus un agrégateur de rendement.
il y a deux stratégies qui nous séparent vraiment. La première, c'est que nous, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle un safety buffer. Donc en fait, c'est un système d'assurance, un petit peu comme AV pour ses dépositaires. Et donc l'idée de dire, c'est même s'il y a un risque, on essaie de le mitiger avec un fonds assurantiel internalisé. La deuxième partie, c'est qu'on prend un tout petit peu plus de risques. Enfin, on prend plus de risques sur le système parce que on fait de la réhypothécation. Donc en fait, le backing est en train de farmer sur les protocoles qui ont été jugés les plus safe de l'écosystème. Aujourd'hui, c'est AV Prime, la partie assurée, donc Morpho Stakehouse, Fluid, Sky avec le SSR, et on est en train de rajouter, si je dis pas n'importe quoi, on vient de rajouter Fluid avec l'intention de rajouter plusieurs protocoles à venir. Mais donc on essaie vraiment de jouer extrêmement safe. Le rendement qu'on arrive à avoir sur le backing aujourd'hui, il est de 5,9%. Ça s'est redistribué au livret d'épargne long terme. Le livret d'épargne court terme, en fait, c'est de la réhypothécation de ce capital qui est ensuite distribué sur Sonic. Et à partir de là, on arrive à tirer un deuxième rendement. Donc en fait, on a une pyramide de risque qui est un petit peu plus élevée parce qu'on prend un risque supplémentaire. Et donc toute l'idée de ce qu'on a créé, c'est d'arriver, un, à assurer ce risque, et deux, à le minimiser autant que possible en créant des protocoles extrêmement solides. Merci pour la présentation. Tu as parlé de stablecoin en marque blanche. Il va être backé par quoi le stablecoin? Est-ce qu'il est algorithmique? Comment il fonctionne? Ah non, on fait pas des stablecoins algorithmiques. On a un petit peu appris ce qui s'est passé sur tous les précédents. Le stablecoin est uniquement backé. Alors, nous, on appelle ça un meta-stablecoin pour être tout à fait transparent, pas un stablecoin. C'était une erreur dans ma présentation, si je l'ai écrit. Mais je crois que j'ai écrit stablecoin marche blanche, donc c'était une erreur, excusez-moi. On appelle ça des meta-stablecoins qui sont backés, eux, par des stablecoins. Pourquoi on ne veut pas appeler ça un stablecoin? Parce qu'un stablecoin, c'est une garantie que c'est égal à $1. Nous, on ne peut pas vous garantir que c'est égal à $1. Ce qu'on vous garantit, c'est que c'est égal à l'ensemble du backing, qui sont tous égales à $1. Mais le problème, c'est que s'il y en a un qui perd de son backing et qui devient moins de $1, bah, en fait, notre méta stablecoin vaut moins de $1. Donc c'est pour ça. On fait tout en sorte pour que ça soit égal au stablecoin, mais on ne peut pas le garantir. Okay. Alors, tout d'abord, vraiment merci pour la présentation, c'était super. Et en fait, ma question, elle porte davantage sur les assurances liées au protocole DeFi, parce qu'il y a eu plusieurs protocoles d'assurance. Il y a eu notamment Nexus. J'ai cité Nexus par réflexe, mais il y en a eu d'autres. Mais sauf que ça n'a pas l'air de prendre. Mais depuis ces derniers mois, bah là, on a eu le safety module d'AV qui va évoluer avec Umbrella. Là, tu vas proposer un safety module aussi. On a aussi une forme de safety module avec Liquidity également. Donc finalement, je suis en train de penser que les safety modules, c'est un peu la forme d'assurance telle qu'on l'espérait. Du coup, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? On a parlé avec beaucoup de protocoles d'assurance. Ma perspective sur les protocoles d'assurance, elle est double. La première, c'est qu'un protocole d'assurance, c'est comme une assurance. Leur objectif, c'est de ne pas payer. Et donc, ça veut dire qu'ils vont tout mettre en place pour toucher un premium et pour pas forcément le sortir. C'est rien contre eux, hein, c'est leur métier. La deuxième, c'est que il y a une différence entre vouloir internaliser et externaliser l'assurance. On externalise l'assurance en offrant l'opportunité aux utilisateurs de prendre cette assurance-là. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est que la plupart des utilisateurs en crypto, ils ont une tendance au risque, c'est en train de se calmer, qui est tellement élevée que le concept d'assurance n'existe pas pour eux et ne vaut pas la peine. Ça serait du rendement perdu. Ce qui, quand vous parlez à un vrai institutionnel, c'est totalement fou. Sauf que pour la professionnalisation de la DeFi, bah, l'assurance, elle est obligatoire à long terme. Bien sûr. Non, mais il y a des choses qui marchent. Et en fait, le troisième problème avec l'assurance, en tout cas externalisée, c'est que le risque est tellement élevé en finance décentralisée. Si vous avez du capital là-dedans, il faut en être conscient, c'est extrêmement important, que les premiums d'assurance sont beaucoup trop élevés pour qu'ils soient viables. En fait, quand vous regardez le nombre de hacks qu'il y a et les dommages des hacks, c'est-à-dire le protocole vaut 0 tout d'un coup, c'est pas vraiment possible d'assurer un protocole. Parce que imaginez, tous les protocoles de DeFi sont assurés. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un hack de 1 milliard? Et ça arrive, hein, c'est arrivé plusieurs fois malheureusement. Bah, ça veut dire que l'assurance doit payer 1 milliard. Est-ce que vous imaginez les premiums que tout le monde devrait payer pour être capable de couvrir 1 milliard avec la fréquence que ça a? Vous regardez l'ensemble des hacks qui ont eu lieu, combien une assurance devrait payer pour être capable de faire ça, ils vont rendre compte que le business model n'est pas valable. Les pertes sont beaucoup trop élevées et beaucoup trop fréquentes pour qu'un système d'assurance externe arrive. Pour un système interne, il y a deux avantages. La première, c'est qu'on est aligné. Donc nous, notre intérêt, c'est que les utilisateurs soient contents et qu'ils soient en sécurité. Donc ça veut dire que le protocole va payer quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, quand AV a eu des problèmes, ils n'ont même pas fait payer le safety buffer, les utilisateurs via le safety buffer. Hein. Ils ont payé avec leur propre trésorerie à chaque fois. Le safety buffer, il existe depuis plus de 4 ans chez AV. Il n'a jamais été touché. Peut-être qu'il le sera un jour, et c'est bien qu'il existe. C'est une vraie valeur ajoutée. Mais il n'a jamais été touché. La deuxième partie, qui est un petit peu plus,
j'ai pas envie de dire compliquée, mais moi que je trouve plus intéressante, c'est que ça arrivera que l'intérêt de ce buffer il sera toujours aligné avec l'intérêt des utilisateurs. C'est-à-dire qu'on va toujours faire en sorte qu'il paye pour que les utilisateurs s'en sortent toujours indemnes. Et donc on se retrouve dans une situation où moi je pense que c'est plus pertinent quand un projet atteint une certaine taille, qu'il arrive à faire des revenus, de faire ce système-là qu'autre chose. Après la troisième, qui est un petit peu différente, c'est qu'il y a plein de complexités légales qu'on n'a pas encore entièrement résolues. On a quelques mois pour le faire. Comment est-ce que vous distribuez des revenus à des utilisateurs? Comment est-ce que vous faites pour arriver à décentraliser le protocole et à offrir différentes opportunités, tout en étant dans la légalité? Donc le safety buffer, fournir de la liquidité, c'est des solutions où en fait vous faites en sorte que vos token holders rendent un service au protocole pour toucher des rendements en échange. Vous faites travailler les gens indirectement. J'ai une question sur... tu as dit que vous étiez un des plus gros holders de Go. Est-ce que ça peut être aussi une source de revenus pour vous, c'est-à-dire faire des partenariats avec les stablecoins, ou c'est complètement impossible? Enfin, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui peut exister ou pas du tout? C'est totalement le but. Le but, c'est de se dire, il y a 250 stablecoins aujourd'hui, il y en aura 2500, ils vont tous galérer à avoir des utilisateurs, et nous, on peut arriver, on leur dit, voilà combien on coûte, voilà combien on a besoin pour que le protocole rapporte, et si vous passez notre due diligence, on peut travailler avec vous. Ce qui est important à comprendre, c'est ce que je suis en train d'écrire, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, j'ai envie de dire la méta, pour comparer un peu ça à un jeu vidéo, malheureusement, quasiment tous les protocoles que vous voyez exploser aujourd'hui, ils passent par des plateformes comme Turtle Club, il y en a quelques autres qui sont extrêmement performantes, qui en fait sont spécialisées pour syndiquer des deals, pour dire voilà, on va vous donner des dépôts pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois, et vous allez nous donner une partie de vos tokens. C'est extrêmement mercenaire, hein, ils finissent par tout vendre. Mais donc ça existe. Nous, on fait, à la place de le formaliser via des syndicats, pareil, on l'a internalisé dans le protocole. Ce qu'on a cherché à faire, c'est voir un petit peu tout ce qui se passait dans l'écosystème et à internaliser les solutions importantes dans le protocole pour optimiser, pour simplifier pour les utilisateurs. Donc en fait, l'idée, c'est un one-click pour aller obtenir du rendement, mais il se passe plein de choses qui sont actuelles dans l'écosystème derrière. Et donc ça veut dire que 100% du rendement côté épargnant est reversé aux épargnants, ou il y a aussi un cut? Non. Il y a une partie des rendements qui est récupérée par le protocole pour en fait, tout simplement le faire tourner. Et c'est 10%. D'ailleurs, j'ai oublié de le prévenir. Désolé, je suis arrivé un peu en retard. Les liquid lockers, c'est natif de chez vous ou c'est un partenaire qui le fait? Alors, c'est je vois un des contributeurs de l'équipe qui sourit. C'est un sujet qui est en pleine discussion. On a travaillé avec une équipe qui est juste ici justement, qui fait partie contributeur du protocole, qui l'a créé en à côté. Et en fait, l'idée, on a une proposition en ce moment pour en fait acquérir cette technologie et l'internaliser. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 écoles finalement quand vous regardez en crypto. Il y a celle qu'on peut appeler l'école de Curve, qui est en fait celle de créer plein de tokens et donc plein de projets autour qui sont tous alignés et qui vont travailler dans un écosystème. Et après, vous avez ce qu'on peut appeler l'école d'AV, par exemple, qui est en fait celle d'avoir un token et tout ce qui est créé autour, la valeur vient dans ce même token. Donc, est-ce que vous voulez un token qui va unifier le plus de valeur possible? Il faut dans ces cas-là que cette valeur soit extrêmement claire et qu'elle soit agressive, qu'elle continue à augmenter de manière exponentielle. Ou est-ce que vous voulez plein de différents tokens qui vont interagir entre eux de manière symbiotique? Je ne pense pas qu'il y ait de réponse finale ou de meilleur modèle. En tout cas, je ne souhaite pas me mouiller là-dessus ce soir. En revanche, ce ne sont pas du tout les mêmes options. Il y en a un qui va être beaucoup plus axé communautaire, qui va être beaucoup plus viral, mais qui a l'air de moins marcher sur le long terme, en tout cas qui perd de vitesse sur le long terme. Donc c'est beaucoup plus explosif sur le court terme et beaucoup plus compliqué à gérer sur le long terme. On a un très gros taux de tokens qui ne marche pas. Donc la question, c'est comment est-ce que le gros protocole, entre guillemets, vaisseau amiral, sur qui tout le monde est construit autour, fait pour reconstruire ou aider les protocoles qui sont morts ou en état de mort. La deuxième, c'est à la AV, où à la place, on crée des produits, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas, mais en fait, on a un système de base qui rapporte tellement d'argent qu'on peut se permettre de perdre de l'argent sur des activités. C'est un petit peu ce que Amazon fait. C'est un petit peu la différence entre un modèle Amazon et un modèle un petit peu plus ouvert. De toute façon, c'est permissionless, donc dans l'éventualité où ça vient officiellement de vous, il y a des mecs qui peuvent se plug dessus et qui peuvent sortir leur propre... Ouais, c'est l'idée. D'ailleurs, il y a un liquid locker qui n'a absolument rien à voir avec nous, qui s'appelle Elite Nus, qui a été construit. Vous pouvez l'utiliser aussi si vous voulez. Okay, j'ai une autre question. Le backing, donc vous travaillez avec Veda aujourd'hui, si je dis pas de conneries? Alors, pour le backing, c'est l'infrastructure technologique qu'on utilise. Aujourd'hui, oui, on travaille avec Veda. En fait, ce qu'ils appellent des boring vaults. Il y a plein de raisons pour lesquelles on a choisi de travailler avec eux. Une des raisons principales, c'est que quand vous construisez, soit vous faites absolument tout vous-même, ce qui à mes yeux est un travers, parce que quand vous utilisez un ordinateur, vous n'allez pas reconstruire l'ordinateur, souder vos pièces de hardware, etc. entièrement. Vous êtes obligé de partir d'un certain acquis. Et nous, on a fait le choix de travailler avec cet acquis de Veda qui avait déjà 2,5 milliards d'actifs sous gestion. Donc ça permettait d'avoir une technologie suffisamment solide pour aller voir des partenaires sérieux
et d'arriver à travailler avec eux. Et est-ce que dans un hypothétique futur, avec une partie du collatéral, du leverage, c'est jouable ou c'est vraiment pas quelque chose qui est dans les tuyaux? Alors, oui et non. On a fait un choix par design. Il faut savoir que le leverage, c'est une grosse partie du rendement historique, hein, dans les fonds d'investissement, dans les banques, partout. Nous, on a fait un choix de ne pas faire ce leverage en interne parce que ça représente du yield, du risque en plus. Et donc, le choix qu'on a fait, c'est d'externaliser ce leverage. Donc, n'importe quel utilisateur peut venir faire ce leverage et nous, on ne prend pas ce risque, c'est à l'utilisateur de prendre. Il gagne une grosse partie du rendement. Nous, on gagne juste le fait que ça fasse grossir nos actifs sous gestion. Mais c'est un choix. Pour donner une idée, aujourd'hui, une banque, en moyenne, une banque en France, elle a tendance à travailler avec 12 fois le levier de sa balance sheet. La manière dont qu'elle fait, c'est qu'elle prête beaucoup plus d'argent qu'en fait ce qu'elle a en disponible. Et pourquoi est-ce qu'elle le fait? Parce qu'elle sait qu'il y a un taux de défaut qui est assez faible. Donc elle peut gérer ces défauts-là juste avec le cash qu'elle a. C'est bien sûr réglementé par les accords de Bâle 3. Et après, les fonds d'investissement, eux, ils font ça de manière un peu différente. Ils font sur ce qu'on appelle sur des trading soit directionnels, soit delta neutral. Et en général, ils ont tendance, si vous regardez Citadel, à avoir un levier de x7 ou x8. Alors quand on parle des loops ou des leviers de x2, x3 sur AV, en fait, on se rend compte que c'est très mignon. Mais la raison pour laquelle ces personnes-là arrivent à faire ces leviers et prennent ces risques, c'est parce qu'ils ont des infrastructures extrêmement avancées pour suivre tout ça. Aujourd'hui, la plupart des gens ne les ont pas en crypto. Donc le levier, c'est la vie. Eh bien, je pense qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour nos deux intervenants. J'ai un peu d'émotion parce que c'est un peu le meet-up DeFi de la maturité, j'ai l'impression. Vraiment, bravo. Bravo à vous deux, ça fait depuis des années qu'on se connaît du côté d'Ethereum France, DeFi France, et de voir où est-ce que vous êtes arrivés avec vos projets, vos protocoles, c'est absolument admirable, donc vraiment félicitations.